Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité pour ce colloque Maurice Lénard, même si je regrette de ne pas être là physiquement parmi vous. Alors j'ai intitulé cette communication « La trajectoire Lénard » et je voudrais commencer par deux citations. La première provient du grand chef Nidosh Neslin dans son livre d'entretien avec Wallace Cotra qui est paru en 2016. Vous avez toutes les citations sur l'exemplier qui vous a été distribué. Nidosh Neslin raconte comment son père, le grand chef Henri et quelques amis l'ont envoyé en France pour y préparer son bac. Nous sommes en 1962. Je suis parti en France avec une bourse et j'ai atterri à Montmorency, au lycée Jean-Jacques Rousseau. Le proviseur de l'époque, Éric Dardel, a tracé les contours d'une nouvelle discipline, la géographie culturelle. Pour lui, la géographie ne doit pas s'intéresser uniquement au paysage. Elle doit également prendre en compte cette relation spirituelle que l'homme a avec la terre. J'étais assez époustouflé parce que Dardel conceptualisait ce que nous vivions tous les jours à la tribu. Sa vision cassait un peu le rationalisme occidental et réintroduisait le sacré dans notre relation à notre environnement. Tout de suite, j'ai été en phase avec son approche des choses parce qu'il disait et écrivait était proche de notre propre conception. La deuxième citation prend elle aussi sa source dans un milieu scolaire, mais nous sommes en 1884. Il s'agit de la leçon inaugurale donnée à la séance publique de rentrée par le professeur Franz Lénard, alors professeur à la faculté de théologie protestante de Montauban. Le titre est « Quelques réflexions sur les rapports du christianisme et des sciences ». C'est la citation numéro 2. La géologie, dit Franz Lénard, est maintenant en mesure de nous donner, sur l'ensemble de l'histoire du globe, un récit suffisamment complet, voire même de jeter sur plus d'un point de détail des clartés pleines de révélations. On peut considérer comme définitivement acquis les grands traits de cette histoire. Il nous montre le globe incandescent, livré tout d'abord au jeu des forces physiques. Une couche solide se forme peu à peu, elle va devenir le théâtre de la vie. D'abord impropre à la recevoir, elle se refroidit bientôt pour permettre à l'eau de séjourner à la surface, et dès lors, la vie se manifeste sous des formes de plus en plus variées. La vie se développe avec profusion comme pour épuiser toutes les combinaisons possibles, sans cesser de se démultiplier à tous les degrés de l'échelle des êtres. Elle tend cependant à s'exprimer dans des formes toujours plus élevées. Les formes nouvelles deviennent de plus en plus rares, la nature semble se recueillir, elle attend son roi. Avec lui, la création entre dans une phase nouvelle. Dorénavant, il sera ouvrier avec Dieu pour une œuvre plus grande. La création spirituelle, le royaume de Dieu. Voilà, 1962-1884. Montmorency, Montauban. En passant par Marais. Quelques 80 ans qui séparent ces deux moments, en un espace dans lequel se déploie la vie, l'œuvre et la pensée de Maurice Lénard, borné par la science géologique et théologique de son père Franz et la science géographique et historique de son gendre Éric Dardel, l'époux de René, deuxième enfant sur les 5 du couple Lénard. Dans cette communication, je voudrais étudier une trajectoire Lénard, celle d'un homme de foi et de science, ancré dans une forme particulière de protestantisme qui le précède et qui lui survit. Un homme héritier et passeur d'une dynamique cherchant à sauvegarder à la fois méthode scientifique et résultats philosophiques et théologiques. Dans cette trajectoire, un point semble marquer un climax, c'est l'apparition de l'humain dans ce qu'il a de plus humain, de commun avec les autres de son espèce, avec les autres êtres de son espèce, mais un humain pensé dans son lien avec l'immanence et la transcendance, ou, dit autrement, avec la terre et le ciel. Auparavant, je fais juste une petite précision d'ordre méthodologique sur cette notion de trajectoire. Le terme est à comprendre ici presque métaphoriquement, en tout cas de façon tout à fait empirique.
Je ne prétends pas faire une étude sociologique, une sorte de sociographie inspirée de Bourdieu qui cherche à établir une courbe reliant des positions sociales de la même lignée, par exemple, dans une logique de classe. Mais je voudrais plus modestement repérer des concepts ou des schèmes de pensée chez 3 auteurs, donc Franz Lénard, Maurice Lénard, Éric Dardel, et d'en chercher les significations dans la durée, dans le cadre d'une histoire classique, somme toute, une histoire des idées ou des concepts, mais en restant particulièrement attentif au contexte pour saisir en quelque sorte le moment Lénard. Après avoir déterminé la caractéristique principale reliant la pensée de ces 3 auteurs, Maurice Lénard, Franz et Éric Dardel, j'examinerai successivement de plus près la manière dont la pensée de ces 2 auteurs s'articule à celle de leur pivot. Le point commun, repérable dans cette trajectoire, concerne l'importance de l'expérience, passant par l'observation, ce que j'appelle le goût du concret, à condition cependant de l'insérer dans une vue d'ensemble cohérente. Au début de ses recherches ethnographiques, qui correspondent avec ses premiers pas de missionnaire, Maurice Lénard fait des inventaires et dresse des listes sans grande cohérence apparente, comme il l'exprime lui-même dans une lettre à ses parents en 1913, c'est la citation numéro 3. Je ne cherche pas à faire trop de travail scientifique, je cherche à noter seulement ce qui vient de la connaissance de la langue et de l'indigène, et qu'un ethnographe trouvera difficilement sans cela, car les Kanaks ne livrent pas facilement leurs secrets, et les jeunes ne savent plus rien. Un peu plus bas, il poursuit « Tu vois, papa, ce que je cherche, la religion et la famille kanak. C'est exactement le domaine du missionnaire. Mais je tiens compte de ce que tu me dis et vais tâcher de rédiger une note cataloguant les noms de familles kanak. Ce ne sera pas très original, mais amorcera peut-être. » Ces quelques lignes, qui témoignent d'un dialogue épistolaire serré entre Maurice et Franz, doivent, à mon sens, être remises dans le contexte de la pensée développée par Franz Lénard au cours de son propre cheminement. Il distingue nettement philosophie et science. La première est la science des pourquoi et la seconde celle des comment. C'est cette position particulière qui explique les conseils prodigués par Franz à Maurice pour son enseignement à l'école pastorale. On peut pratiquement lire dans les lignes qui suivent l'amorce d'une nouvelle théorie de la culture, une prise en compte des mentalités sur laquelle, comme nous le savons, Maurice Lénard sera en dialogue avec Lucien Lévy-Bruhl. C'est la citation numéro 4. Il est probable que tu auras à leur faire une théologie simpliste à leur usage. C'est là qu'il faut aller doucement et les écouter beaucoup d'abord et ne répondre que quand tu as compris leur point de vue et leurs préoccupations. Ils te diront peut-être des choses étranges, mais écoute d'abord et tâche de comprendre en traduisant ce qu'ils disent dans ta mentalité. Alors d'un point de vue missiologique, je me permets d'insister sur l'aspect hétérodoxe de ces instructions. En effet, dans la rhétorique missionnaire classique, ce qu'on attend du missionnaire du XIXe siècle et même du début du XXe, c'est qu'il soit d'abord envoyé pour apporter la vérité à des populations païennes considérées comme perdues dans les ténèbres. Et son rôle premier est de faire des convertis, non de se mettre à leur écoute. Ce qui me paraît tout aussi important ici est le schème intellectuel capital que l'on va retrouver chez Dardel, considérant à distinguer l'étude des faits ou des événements dans le détail et leur agencement systémique dans une théorie se voulant cohérente. Chez Franz, c'est précisément cette disjonction qui lui permet d'instiller une démarche scientifique au sens expérimental d'une vérification d'hypothèse dans une théologie particulière. Chez Maurice Lénard, ce même geste explique également qu'il est, biographiquement parlant, impossible, à mon sens, de séparer le croyant ou le théologien du savant ou le missionnaire de l'ethnologue.
Et c'est enfin ce qui nous permet à Dardel de donner une finalité à l'histoire comme discipline. Alors, voyons donc successivement à présent ces deux points extrêmes dans la trajectoire Lénard, Franz d'un côté et Dardel de l'autre. On peut dire de Franz Lénard qu'il se situe sur une ligne théologique assez particulière, une philosophie chrétienne providentialiste. Alors, quelques mots du contexte. Le XIXe siècle voit s'affronter dans le protestantisme deux tendances aux options divergentes, l'une dite libérale, l'autre dite évangélique. Toutes deux sont héritières des Lumières et de l'une de ces caractéristiques qui est l'émergence du sujet. Les deux tendances s'accordent sur les principes fondamentaux du protestantisme, que sont notamment la place de la Bible comme norme pour la foi, et l'importance de la grâce divine. Mais elles divergent nettement dans leur anthropologie, entendue ici comme conception de l'humain, bien sûr. En forçant le trait et par souci de simplification, disons que la tendance libérale développe une anthropologie optimiste. Par ses facultés physiques, mentales et spirituelles, l'humain est doté des capacités de s'approcher du divin, d'en avoir une certaine intelligence. La tendance évangélique, en revanche, opte fondamentalement pour une anthropologie pessimiste. Les facultés humaines sont comme annihilées par la radicalité du péché qui occupe la place centrale du cœur de l'humain. Alors j'insiste bien, cette distinction théorique est commode, mais l'étude particulière de nombreux théologiens demanderait certainement plus de nuances. Dans le dernier tiers du siècle apparaît un troisième courant, appelé du christianisme social, il faudrait dire plus exactement du protestantisme social, qui prétend dépasser cette opposition doctrinale en mettant l'accent sur l'urgence sociale et morale, sans toutefois y parvenir totalement. Cette tendance ne parvient pas véritablement à dépasser cette antinomie entre libéraux et évangéliques. Mais c'est sur ce terreau de débat théologique intense que s'est construite la théologie de Franz, que l'on va retrouver chez Maurice, la citation numéro 5. « Je veux travailler à l'œuvre de Dieu pour travailler un peu au bien de mes frères. J'appartiens à une génération qui voudrait secouer l'égoïsme séculaire au nom d'un rêve social, mais des méthodes tentées une seule dans l'histoire et de nos jours n'a jamais failli. Elle se résume en deux mots, connaissance du péché, rédemption. » On voit bien dans cet extrait l'articulation d'une théologie évangélique à la fin, mais d'une préoccupation sociale qui est d'abord mise en avant. Dans le paysage théologique que je viens brièvement d'esquisser, quelle est la position de Franz? Alors c'est une position originale. Il est recruté explicitement en 1875 par la faculté de théologie protestante de Montauban comme chargé de cours, afin que les étudiants, c'est dit explicitement à l'époque, puissent se confronter aux idées de la science moderne. Détenteur d'une double formation comme géologue et théologien, il lui faudra néanmoins attendre plus de 10 ans avant de se voir titularisé comme professeur de philosophie et de sciences naturelles. Mais disons que la ligne défendue par Franz détonnait au sein d'une faculté dont certains professeurs défendaient une ligne évangélique dure. Non que la science soit, dans cette faculté de Montauban, récusée a priori, mais elle devait clairement passer au second plan par rapport à la piété et à une certaine formulation dogmatique traditionnelle. C'est précisément ce que Franz Lénard remettait en cause publiquement. Ainsi, déclare-t-il en 1906, c'est la citation numéro 6, « Ni la philosophie n'est l'erreur, ni le système qu'on lui oppose comme venu d'en haut n'est la vérité. L'un et l'autre doivent être soumis à une critique scientifique qui les ramène à leur véritable valeur. » Rejetant une apologétique chrétienne qui, face à ce qu'il appelle la mentalité scientifique, qui rappelle évidemment la mentalité
primitive avec laquelle se débat Maurice, Franz Lénard pourrait donc se définir comme un théologien évangélique progressiste, évangélique car il reste dans un système qui fait du péché de l'homme, la chute, un point indépassable, mais tout en lui donnant une signification originale, héritée en grande partie du théologien allemand Richard Roth. Les caractéristiques de la théologie de Roth vont se retrouver chez Franz, et l'aspect moral équivalent au religieux se double chez Maurice de l'aspect social. Dans son discours de consécration que j'ai déjà mentionné, Maurice rend d'ailleurs un hommage appuyé à ses professeurs, mais on devine qu'il parle avant tout de son père et de ses collègues, défenseurs d'une ligne universitaire en opposition à d'autres collègues qui, eux, défendaient une ligne plus ecclésiastique. C'est la citation numéro 7 que je vous remets à votre lecture. Ainsi, le développement de la pensée missiologique et ethnologique de Maurice Lénard apparaît-elle fortement conditionnée à l'enseignement reçu de son père. Comme son inspirateur, Roth, Franz Lénard s'inscrit dans une attitude originale qui distingue nettement l'ordre du discours scientifique et l'ordre du discours philosophique. L'observation, classement et description d'objets séparés relèvent du premier. Mais selon Franz, cette méthode est incomplète, sans une vue d'ensemble répondant à l'ordre du second qui lui donne un sens moral et spirituel. Le concept de vie, repris par Maurice Lénard, quand il dit que le christianisme est moins une doctrine qu'une vie, ce concept de vie est capital, d'une part parce qu'il va se retrouver dans l'œuvre ethnographique de Maurice à travers le flux vital lorsqu'il parle par exemple des oncles maternels dans son étude des sociétés kanaks, mais également parce qu'il témoigne, ce concept de vie, d'un tournant dans la théologie du XIXe siècle et du début du XXe siècle. En effet, l'évolution biologique ou géologique, telle que décrite par les scientifiques de l'époque et visible dans l'histoire de la création, comme le dit Franz Lénard, est à mettre en parallèle avec une évolution morale et spirituelle de l'humain. Comme il y a une évolution biologique, eh bien, il y a également une évolution morale et spirituelle qui mène à la rédemption, ce que Maurice Lénard comprend comme l'évangile, c'est-à-dire le message libérateur de tous les déterminismes. À l'évolution organique succède donc l'évolution éthique, et on passe de l'animal naturel à l'animal personnel, puis ensuite à l'homme. C'est la citation numéro 8 que je vous laisse là aussi le soin de lire. En autorisant un champ d'investigation ouvert à l'expérimentation scientifique, mais à l'intérieur d'une conception théologique providentialiste, et en identifiant l'éveil de l'homme à la conscience morale et l'apparition de l'homme spirituel, c'est-à-dire un homme capable de dialogue avec la transcendance, d'esprit à esprit, si l'on peut dire, Franz donne le cadre intellectuel dans lequel vont s'inscrire les recherches de Maurice, notamment sur la notion de personne à entendre comme personnalité éveillée à la plus haute conscience d'elle-même et par conséquent capable de choix éthiques éclairés aux impacts sociaux indéniables. Qu'en est-il à présent d'Éric Dardel? Alors, Dardel partage avec les Lénard le goût du concret, comme l'atteste particulièrement le titre de son premier ouvrage, L'histoire-science du concret. Il est profondément marqué par sa mobilisation en 1918, puis par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et de la barbarie nazie qu'il ne confond pas, en tant que germanophile, avec le peuple ou la pensée allemande. Dardel est avec son autre beau-frère, donc Henri Corbin, un des traducteurs de Heidegger aussi en français. Je vous laisse lire la citation numéro 11 où il traite de cette notion de l'événement et de son impact dans l'histoire.
Pour Dardel, faire de l'histoire revient donc à faire une expérience qui implique le sujet à l'intérieur de sa recherche, à l'instar de Franz, pour qui il était possible de décrire l'expérience spirituelle avec les outils de la science, de l'expérience physique. Mais à la grande différence de Franz Lenard, Dardel ne partage évidemment plus l'optimisme dans le progrès, la foi dans le progrès de la fin du XIXe siècle. L'histoire scientifique a cru trouver dans les faits ces éléments que l'intelligence domine, c'est la citation numéro 12, dès lors qu'on les isole, fragments de réalité faciles à récomposer, pour ensuite l'insérer entre l'homme et la nature et donner du recul sur elle. Le verdict de Dardel est sans appel, il n'y a pas d'objet en soi isolé du sujet qui l'objective. Et donc il va développer une conception de l'histoire en cohérence avec son option existentielle. Il cherche par conséquent à envisager l'histoire de l'histoire, et c'est là qu'il va faire appel à la catégorie du mythe et de son évolution, payant ainsi, selon nous, un double tribut à la fois à Franz et à Maurice Lénard. D'une part, il relève dans l'histoire de l'humanité 3 modes d'expression différentes, mais non contradictoires, que sont le mythe, la logique et l'histoire. Le mythe est un récit tissé d'émotivité, la logique un langage qui éteint l'affectivité, et l'histoire qui se situe à mi-chemin, dans la mesure où sa compréhension englobe l'intellectif et l'affectif. Science du concret, écrit Dardel, l'histoire participe du mythe attaché au concret et de la connaissance lucide. On peut très bien faire ici le parallèle avec l'évolutionnisme historique que l'on trouve donc chez Dardel et l'évolutionnisme moral en quelque sorte que l'on trouve chez les Lénard, père et fils, de même que le recours à l'idée de participation élaborée par Maurice. Et cette participation la retrouve presque à chaque phrase de la citation numéro 13. On retrouve en tout cas cette idée que l'on pourrait lire en synoptique. Ainsi, dans l'élaboration de son historiographie, dans le droit fil des principes de Franz et de Maurice, Dardel recourt au concept clé de mythe, de mentalité mythique, de participation, et il va citer de nombreux exemples mélanésiens tirés de Docamo dans des allusions à la fois explicites ou implicites. C'est une tendance, ce recours au mythe, qui va s'amplifier dans son deuxième ouvrage, plus tardif, de 1952, L'homme et la terre. Là, il réutilise tous ces concepts pour définir les contours d'une histoire de la géographie. Sa thèse principale est qu'il est impossible de penser une science de la Terre indépendamment du rapport de celle-ci à l'humain. Il s'agit, selon lui, je cite, de suivre l'éveil d'une conscience géographique à travers les différents éclairages sous lesquels est apparu à l'homme le visage de la Terre. Et un chapitre particulier, intitulé La géographie mythique, retient notre attention. Dardel y énonce les différents caractères de la Terre que vous trouverez ici résumés dans votre exemplier. Comment l'homme peut-il sortir des représentations mythiques? Selon Dardel, sa conscience s'éveille. Il y a donc une évolution de l'homme, une évolution de la conscience vers une plus grande maîtrise par l'homme de sa conscience, donc exactement la même idée que l'on retrouvait chez Franz Lénard. Et selon Dardel, le mythe est brisé sous l'action de 3 facteurs. D'abord, la parole prophétique, et il fait intervenir ici l'apparition des monothéismes, et c'est assez intéressant de voir que Dardel, le géographe, se fait également théologien, puisqu'il va recourir ici et il va citer les grands textes bibliques avec la notion de terre promise notamment. Le deuxième moyen par lequel le mythe est brisé, c'est la parole des héros,
dont l'archétype est Ulysse, qui fait découvrir à son groupe humain un élargissement de son horizon. Et enfin, le mythe est brisé par le logos, la parole logique, la parole organisée. C'est la naissance de la géographie scientifique. Dardenne inscrit donc dans une tension épistémologique, la même, selon nous, dans laquelle s'inséraient Franz et Maurice, tension qu'il résume à la fin de son ouvrage. Donc c'est la citation numéro 14. La géographie, par sa position, ne peut manquer d'être tiraillée entre la connaissance et l'existence. Je vous laisse le soin de lire la citation numéro 14 et je conclus. Alors, pour terminer mon propos, je voudrais partir du milieu de la trajectoire de Maurice Lénard. Après tout, c'est tout de même lui la figure centrale de ce colloque. Dans de nombreuses pages, il combine dans sa pensée deux démarches que l'on peut a priori considérer comme peu conciliables, voire contradictoires. On peut discerner d'un côté une approche évolutionniste, un processus d'individuation où progressivement le mélanésien, nous explique Maurice Lénard, au contact de l'Évangile, considéré comme force d'élévation morale, pourra accéder à une double prise de conscience, celle de soi, de sa personne, et celle de sa relation au Dieu des chrétiens. De là, l'idée constante chez Maurice Lénard, et assez embarrassante du point de vue de la laïcité, de la supériorité de l'indigène chrétien sur le païen, ce dernier agissant par imitation. On peut trouver cela, par exemple, dans un texte, le catéchumène Kanak, vous avez la citation numéro 15. D'un autre côté, cependant, nous savons que Maurice Lénard récuse le passage d'une mentalité prélogique à la rationalité. Pour lui, il y a concomitance entre la mentalité mythique, qui implique une participation de l'homme à son environnement, et une inscription dans la rationalité et l'historicité importée par la colonisation. Il franchit même un pas supplémentaire à la fin de l'ouvrage d'Occamo en redéfinissant la notion de primitivité. C'est la citation numéro 16. La primitivité est là dans cet aspect unilatéral de la pensée qui, en privant l'homme de sa balance entre ces deux modes de la connaissance, mythe et rationalité, le conduit aux aberrations. Et Maurice Lénard de montrer par antithèse qu'un fonctionnement unilatéral par pure rationalité conduit aussi à des aberrations logiques, et il parle de la guerre totale. Alors, indépendamment de la justesse historique, bien sûr, de cette dernière remarque, il n'en reste pas moins que d'un point de vue systémique, la coexistence de mythe et de rationalité semble devoir se concevoir comme une sorte de donnée préexistante, une toile de fond, un milieu nécessaire à l'émergence d'un sujet dont l'authenticité, le vrai homme, se mesure à l'aune d'une éthique préalablement posée. Une éthique qui, nous l'avons vu chez Franz, est équivalente à la religion. C'est la constance de ce schème de pensée que nous avons cru pouvoir identifier comme caractéristique d'une trajectoire Lénard se déployant sur 3 générations. À travers la pensée, mais surtout peut-être l'implication existentielle de ces 3 hommes dans leur recherche expérimentale et philosophique, se dévoile une même quête non dénuée de noblesse, celle de montrer la voie d'un humanisme universel, la recherche d'une hominité indépendante des déterminations, y compris de conditions ou de race, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, mais sans jamais totalement être sûr d'y parvenir autrement que par leur foi assumée comme un pari sur le présent et sur l'avenir. Je vous remercie de votre attention.